Ok, let's go. Bienvenue dans le Rookscast édition numéro 5. Aujourd'hui, on va parler de la progression dans l'entraînement, tout simplement. Quelque chose qui finalement fait partie des principes fondamentaux de la performance et qui, mine de rien, est trop souvent mis de côté. Ok. Alors, je suis ravi aujourd'hui de vous accompagner dans cette exploration qui va mêler physiologie, bioméca et finalement un peu de science de l'entraînement également. Alors que vous soyez athlète confirmé, que vous pratiquiez régulièrement la muscu, que vous couriez uniquement le dimanche pour vous vider l'esprit ou juste parce que c'est un sujet qui vous intéresse, on va voir comment optimiser son activité physique et qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept de progression en charge qui est absolument crucial. C'est le fil conducteur qui va relier le débutant complet à l'athlète olympique. Et malheureusement, c'est aussi un des principes qui est les plus mal appliqués dans le monde du sport, du fitness, de la course à pied, de tout ce que vous voulez. Bon, peut-être pas aux échecs non plus. L'entraînement progressif à la charge, ou progressive overload en anglais, va reposer sur une idée qui est très simple, mais qui est extrêmement puissante. C'est que pour que votre corps s'adapte et qu'il devienne plus fort, plus rapide ou plus endurant, vous devez progressivement augmenter le stress physique auquel vous le soumettez. C'est le principe de surcharge progressive qui a été identifié de manière scientifique dès les années 50, mais qui est finalement pratiqué de manière très intuitive depuis l'Antiquité. Et il y a une petite histoire mythologique derrière. C'est celle de Milon de Crotone. C'est un athlète grec du VIe siècle avant JC qui illustre parfaitement le concept. On raconte que dès son plus jeune âge, il commença à porter un veau sur ses épaules tous les jours. Au fil des mois et au fil des années, le veau grandit et Milon il progresse avec le veau jusqu'à pouvoir transporter le taureau adulte sur ses épaules. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? Peu importe, mais c'est une histoire qui capture complètement l'essence de la progression adaptative. Alors aujourd'hui, pour commencer, on va explorer les mécanismes biologiques qui vont sous-tendre cette adaptation, comment les muscles répondent à la charge, pourquoi la progression elle est nécessaire, quels sont les différents types de charges et comment on va pouvoir les manipuler de manière intelligente pour progresser. Ensuite, on verra aussi les erreurs les plus courantes qui vont mener à une stagnation ou bien pire, à la blessure. Et c'est le but du podcast, c'est d'éviter ce moment-là. Et on va aussi voir quelques petites stratégies un peu plus concrètes pour programmer l'entraînement ou pour l'ajuster afin que vous puissiez continuer de progresser. Ce qui rend le sujet fascinant, c'est qu'il va toucher à des processus qui sont cellulaires, qui sont microscopiques, à l'échelle des protéines musculaires, jusqu'à des adaptations qui sont systémiques au niveau de l'organisme complet. Chaque fois qu'on soulève une charge, que vous courez, que vous faites quelque chose finalement, vous allez déclencher une cascade d'événements biologiques qui, s'ils sont orchestrés correctement, vont complètement transformer votre corps, littéralement. Les données scientifiques, elles sont claires. Un programme qui est bien structuré, où la progression de la charge produit des résultats supérieurs en force, en masse musculaire, en performance athlétique et même en santé métabolique, tout ça comparé à un entraînement aléatoire ou statique, eh ben, il y aura clairement une différence qui est bien évidemment en faveur de l'entraînement structuré. Il y a une méta-analyse de 2017 qui a regroupé 140 études et qui bien évidemment confirme que la progression systématique de la charge va être le facteur le plus prédictif des gains de force à long terme. Bien évidemment, on parle de long terme dans l'ensemble du podcast. Mais attention, la progression, ça signifie pas juste toujours augmenter, toujours plus de distance, toujours plus d'entraînement. Et c'est là où il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de pratiquants qui vont se tromper là-dessus, c'est que la progression intelligente, elle va intégrer différents cycles, des phases de récupération, et surtout une compréhension fine des capacités d'adaptation de votre organisme. Ajouter du poids sur la barre toute la semaine, ça fonctionne au début. Et puis au bout d'un moment, vous allez stagner. Et c'est là que va intervenir la science de la périodisation. Alors, posez-vous tranquille, on va parler de tout ça. Que vous cherchiez à développer votre force max, votre endurance, votre masse musculaire, on va voir tout ça ensemble. Comme on l'a dit, la première partie, ça va être les fondements biologiques. Pour comprendre pourquoi et comment progresser, on va explorer ce qui se passe dans le corps quand on s'entraîne. Tout d'abord, on a le principe d'homéostasie et du déséquilibre. L'organisme, il fonctionne selon un principe fondamental, c'est l'homéostasie. C'est la tendance de votre corps à maintenir un état d'équilibre stable. La température corporelle à 37 degrés, le pH sanguin qui est précis, des réserves énergétiques toujours équilibrées. Le corps, il adore la stabilité, ok? Il adore la routine finalement. Alors, quand on s'entraîne, on va venir perturber cet équilibre. Et c'est là où ce que les physiologistes appellent la création d'un stress homéostasique.
Vos muscles ils vont subir des micro-dommages, les réserves énergétiques elles vont se vider, le système cardio-respiratoire il va être sollicité au-delà du confort, et tout ça c'est juste un état de déséquilibre qui est temporaire. Et la magie, ce qui est fascinant, c'est ce qui va résider dans la suite. Le corps, il va pas juste se contenter de revenir à son état initial, ça n'a pas d'intérêt, mais il va surcompenser. Et c'est ce principe de surcompensation qui a été décrit par un biologiste, Hans Selye, dans sa théorie du syndrome général d'adaptation. L'organisme, il va reconstruire les structures endommagées, mais pas à l'identique. Il va les construire un peu plus fortes, un peu plus résistantes, pour que par la suite, quand il y a un stress qui sera similaire à celui auquel il a été soumis, eh ben, il pourra mieux y faire face. C'est au final comme le système immunitaire, quand vous avez rencontré un virus, il va développer des anticorps spécifiques. C'est le principe du vaccin. Et ben, votre système musculo-squelettique va développer sa propre forme d'immunité, entre guillemets, face au stress mécanique. Et l'adaptation musculaire, elle va se faire au niveau cellulaire. On va descendre au niveau microscopique pour comprendre ce qui se passe dans une fibre musculaire quand elle a été sollicitée. Donc vos muscles, ils sont composés de fibres. Vos fibres, elles sont composées de myofibrilles, qui elles vont contenir des protéines contractiles, d'actine et de myosine. Quand vous soulevez une charge lourde ou que vous effectuez des contractions répétées, ces structures vont subir des dommages mécaniques, des petites déchirures, des micro-déchirures, qui apparaissent au niveau des sarcomères. Ça, c'est les unités contractiles de base des muscles. Et ces dommages, même s'ils sont minuscules, ils vont déclencher une réponse inflammatoire qui sera locale. Des cellules immunitaires, surtout des macrophages, vont affluer vers la zone qui a été endommagée. Elles vont libérer des cytokines et des facteurs de croissance qui vont activer ce qu'on appelle les cellules satellites. C'est les cellules souches musculaires qui sont dormantes et situées en périphérie des fibres. Et ces cellules satellites, elles vont se multiplier et elles vont fusionner avec les fibres musculaires existantes. Et ça va permettre d'apporter de nouveaux noyaux cellulaires et donc de nouvelles cellules. Et ces noyaux supplémentaires, ils vont augmenter la capacité de la fibre à synthétiser des protéines. Et c'est un processus simple qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire. Vos fibres musculaires, elles vont devenir plus épaisses, plus denses en protéines contractiles. Et parallèlement, en fonction du type d'entraînement, il y a d'autres adaptations qui vont se produire. Pour l'entraînement en endurance, on va simuler l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est une augmentation du volume du fluide et des organelles dans la cellule musculaire. Les mitochondries, qui sont des centrales énergétiques au niveau cellulaire, elles vont se multiplier. Et la densité capillaire va également augmenter, ce qui va améliorer l'apport d'oxygène et de nutriments. Et donc derrière tout ce qui s'ensuit. Et comme dit, au cœur de l'adaptation, on a un processus biochimique qui est complètement crucial. C'est la synthèse protéique musculaire, ou MBS en anglais pour Muscle Protein Synthesis. C'est le taux auquel votre corps va fabriquer des nouvelles protéines musculaires. Après un entraînement en résistance, en force, la MBS elle va augmenter de manière significative. Et des études qui ont utilisé des traceurs isotopiques montrent que le taux de synthèse protéique peut être élevé jusqu'à 48 heures après une session d'entraînement intensive. Et cette synthèse, elle est régulée par plusieurs voies de signalisation au niveau moléculaire. La plus étudiée, c'est la voie mTOR, pour Mechanistic Target of Rapamycin. C'est un complexe protéique qui agit comme un senseur nutritionnel et mécanique. Quand on soulève une charge et qu'on consomme des protéines, mTOR va s'activer et derrière va initier la cascade de la synthèse protéique. Et une autre voie qui est importante, c'est celle de l'AMPK. Elle va détecter le statut énergétique cellulaire. Et c'est le cas pour l'entraînement en endurance qui va plutôt activer la MPK. Lui, il va stimuler des adaptations qui seront différentes. Ça va être l'augmentation des mitochondries, l'amélioration de l'utilisation des graisses comme carburant et une meilleure efficacité énergétique. Il y a ces deux voies, mTOR et MPK, qui sont un petit peu antagonistes. Ok ? On va caricaturer. Et c'est pourquoi c'est difficile, en théorie, de maximiser l'entraînement en force et l'entraînement en endurance extrême. Et c'est un phénomène qui est appelé effet d'interférence, qu'on verra un peu plus tard. Il faut savoir qu'on parle d'extrême. Pour une personne lambda, entre guillemets, sans vouloir offenser qui que ce soit, on va rarement aller vers cet effet d'interférence. Ça, c'est pour la partie musculaire. Ensuite, il y a également une adaptation qui se fait au niveau neuronal. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les premiers gains de force pendant un programme d'entraînement vont pas venir de l'augmentation de la masse musculaire, mais ils vont provenir d'une origine neuronale. Mais oui. Le système nerveux, il va apprendre à mieux recruter les fibres musculaires qui sont déjà existantes. Normalement, on n'active jamais 100% de nos fibres pendant une contraction. C'est un mécanisme de protection. Avec l'entraînement, ce seuil d'inhibition, il va diminuer de manière progressive. Et l'entraînement va améliorer également la synchronisation des unités motrices.
Une unité motrice, c'est un neurone moteur et toutes les fibres musculaires qui l'innervent. Quand il y a plusieurs unités motrices qui se contractent de manière synchrone, donc ensemble, la force produite, forcément, elle est plus grande, plus importante. Et des études en électromyographie montrent que ces adaptations neuronales, elles sont particulièrement marquées dans les 4 à 6 premières semaines d'entraînement, donc entre 1 mois et 1 mois et demi. C'est pourquoi les débutants vont beaucoup gagner en force au début, même sans avoir une augmentation visible au niveau de la masse musculaire. Il y a aussi des adaptations qui vont se faire au niveau de la moelle épinière et au niveau des réflexes spinaux. Le réflexe d'étirement ou le réflexe myotatique va devenir plus efficace. Les organes tendineux de Golgi, qui normalement inhibent la contraction pour protéger le muscle d'une tension excessive, vont devenir moins sensibles et vont permettre des contractions plus puissantes. Ensuite, on a aussi une adaptation au niveau des tissus conjonctifs. On parle des muscles, mais il faut aussi, et c'est important, ne pas oublier ce qui relie les muscles à vos os. On a les tendons, on a les ligaments qui sont, eux, entre les os. Et ces structures, elles sont cruciales pour la performance et pour la prévention des blessures, ce qui nous intéresse particulièrement. Vos tendons, ils sont constitués de manière principale de collagène, qui sont organisés en fibres parallèles. Sous l'effet de la charge mécanique, les fibroblastes, qui sont des cellules au niveau du tendon, vont augmenter la synthèse de collagène. Et le tendon va devenir plus épais, il va devenir plus rigide et capable de transmettre et d'encaisser plus de force aussi. Cette adaptation, par contre, elle est plus lente que l'adaptation musculaire. Un muscle, il peut s'hypertrophier en 8 à 12 semaines, en 2 à 3 mois. Mais un tendon, lui, il va nécessiter plusieurs mois, voire années, pour se renforcer de manière substantielle. Et ça, c'est un point qui est crucial. On va augmenter la charge musculaire trop rapidement, parce que on peut le faire, mais derrière, les tendons ne vont pas suivre, et ça va créer un déséquilibre qui peut favoriser les tendinopathies. Et c'est pour ça que souvent, les petits nouveaux, quand ils commencent à la rentrée, 3 mois après, ils ont des douleurs, un tennis elbow, un fémoro-patellaire, etc. Les os également vont répondre à la charge. Selon la loi de Wolff, qui est formulée par l'anatomiste allemand Julius Wolff, forcément, au 19e, l'os va se remodeler en fonction des contraintes mécaniques qu'il va subir aussi. Les ostéoblastes, les cellules qui vont construire l'os, vont augmenter la densité minérale osseuse dans les zones sollicitées. Et c'est quelque chose dont on a parlé dans le podcast numéro 3. Pour l'ostéoporose, des études sur des joueurs de tennis vont montrer que le bras dominant présente une densité osseuse 15 à 30% supérieure au bras non dominant. Les impacts répétés vont créer des contraintes mécaniques qui vont stimuler la minéralisation osseuse derrière. Et c'est un argument majeur pour l'entraînement en résistance, surtout pour les populations à risque d'ostéoporose, comme on en a parlé précédemment. La charge mécanique, c'est le stimulus le plus puissant pour maintenir et augmenter la densité osseuse. En parallèle de tout ça, il y a aussi le système cardiovasculaire. L'entraînement de manière progressive va transformer petit à petit votre système cardiovasculaire, particulièrement si vous faites un travail d'endurance. C'est également le cas pour un travail de force, on va se le dire. Le cœur, c'est un muscle qui est creux. Il va subir une hypertrophie qui est adaptative, comme pour le reste. Mais attention, il y a 2 types d'hypertrophie cardiaque. Il y a l'hypertrophie excentrique, qui est typique de l'entraînement en endurance, qui va augmenter le volume des cavités cardiaques. Le ventricule gauche peut contenir plus de sang. Ça va augmenter le volume d'éjection systolique et il y a plus de sang qui sera pompé à chaque battement. En conséquence, votre fréquence cardiaque, elle va diminuer au repos et un cœur qui est entraîné pour pomper 5 à 6 litres de sang par minute, en battant seulement 45 fois par exemple, là où un cœur non entraîné doit battre 70 à 80 fois pour le même débit. L'efficacité, elle est remarquable et ça change énormément au niveau de la nécessité en nutriments, en énergie. L'hypertrophie concentrique, elle épaissit les parois du cœur sans augmenter le volume. C'est typique de l'entraînement en force pure ou de l'hypertension chronique. Dans le cas de l'entraînement, c'est une adaptation qui est bénéfique parce qu'elle permet de maintenir une pression artérielle par rapport au pic de tension pendant les exercices de force maximale. Au niveau périphérique, la capillarisation, également, elle va augmenter. On aura de nouveaux capillaires qui vont se former autour des fibres musculaires. C'est un processus qui est appelé l'angiogénèse. Ça va améliorer l'échange d'oxygène et de nutriments qui est crucial pour l'endurance. Le système cardiovasculaire, c'est également synonyme de système respiratoire qui va aussi s'adapter. La capacité vitale peut augmenter légèrement, mais c'est surtout l'efficacité ventilatoire qui va s'améliorer. Vous allez extraire davantage d'oxygène de chaque litre d'air que vous inspirez. La différence artério-veineuse en oxygène, elle va augmenter. Vos tissus vont devenir plus efficaces pour extraire l'oxygène du sang. Ça, c'est pour tout ce qui est cellulaire, organique. Derrière, on a aussi la récupération. Elle est une part intégrante de l'adaptation.
L'entraînement, c'est le stimulus, c'est le signal qui est envoyé à votre corps. Mais c'est pendant le repos que tous les processus de réparation et de surcompensation vont se déployer. Sans une récupération adéquate, vous allez accumuler du stress sans permettre l'adaptation derrière. Et ça va amener à un surentraînement. Le sommeil, le dodo, ça a un rôle critique. Parce que c'est pendant les phases de sommeil profond que la sécrétion d'hormones de croissance, elle est maximale. Et cette hormone, elle va stimuler la synthèse protéique et la réparation tissulaire. Il y a des études qui ont montré que dormir moins de 6 heures par nuit va réduire significativement, encore et toujours, les gains de force, de masse musculaire pour un entraînement optimal. La nutrition, c'est aussi un autre pilier de la récupération. Les protéines, vous l'avez compris, c'est ce qui va fournir les acides aminés. Les acides aminés, ça va être les briques des constructions pour de nouvelles protéines musculaires. Les glucides vont se reconstituer pour fermer les réserves de glycogène au niveau musculaire. Et les lipides également participent à la synthèse hormonale et à l'inflammation adaptative. Il y a des recherches qui ont montré qu'un apport protéique de 1,6 à 2,2 grammes par kilo de poids corporel optimise la synthèse protéique musculaire chez les personnes s'entraînant en résistance. Si vous êtes en dessous de ce seuil, vous limitez vos adaptations. Au-delà, l'effet additionnel, il est moins important en fonction des études. Maintenant que nous comprenons les différents mécanismes biologiques, on va explorer comment les appliquer concrètement à travers les différents principes de progression. Première chose, ça va être la surcharge progressive. C'est simple en théorie, mais pour continuer à progresser, on doit continuellement augmenter le stress qui est imposé à l'organisme. Une fois que le corps il s'est adapté à un certain niveau de charge, eh bien ce niveau il va juste être normal, ça va être la nouvelle norme. Et pour déclencher une nouvelle adaptation, il faut forcément aller au-delà de cette nouvelle norme. Mais la surcharge, ça signifie pas seulement augmenter le poids sur la barre, comme on l'a dit précédemment. Il y a différentes variables qu'on peut manipuler. Première, ça va être l'intensité. C'est généralement le poids ou la résistance qui est utilisée. En muscu, on va l'exprimer avec un pourcentage de la 1RM. La 1RM, c'est la répétition maximale qu'on peut faire. Vous soulevez une fois une charge et c'est fini. Ce ne sera pas une deuxième. Si votre max, c'est 100 kg, quand vous soulevez 80% de votre 1RM, c'est-à-dire que vous soulevez 80 kg. Autre paramètre, ça va être le volume. C'est la quantité totale de travail que vous allez effectuer. On le calcule généralement comme série fois répétition fois charge. Par exemple, 3 séries de 10 répétitions à 80 kg, ça va donner un volume de 2400 kg de tonne 4. Ensuite, il y a la fréquence. Combien de fois par semaine vous entraînez un groupe musculaire ou une qualité physique. Ensuite, la densité. C'est le travail effectué par unité de temps. Si vous réduisez les temps de repos entre les séries, vous augmentez la densité de travail. Encore une chose, c'est la complexité, la difficulté technique ou de coordination du mouvement. Un pistol squat, donc un squat sur une jambe, c'est plus complexe qu'un squat classique. Même si vous avez moins de charge absolue. Une progression intelligente va manipuler ces différentes variables de manière stratégique. Mais pas toutes simultanément, sinon on va vite se perdre. Et une erreur courante, ça va être d'augmenter le poids, les séries et de réduire le repos en même temps. La capacité d'adaptation, elle n'est pas illimitée, il faut bien qu'on se le dise. Et là, on parle dans un contexte de musculation. Mais ces paramètres sont également valables pour une personne qui pratique la course à pied. L'intensité, ça va être la différence entre un entraînement en EF et en fractionné. Le volume, le même principe. Si vous sortez faire 5 km ou 50, c'est pas la même chose. C'est le volume que vous allez affecter. La fréquence, c'est le nombre de fois où vous allez sortir par semaine. Si vous sortez tous les jours, ça va pas être la même chose qu'une fréquence de 4 fois par semaine. Et la densité, également, le travail effectué par unité de temps. On va se rapprocher un petit peu de l'intensité, il faut se le dire. Donc ça va être, si vous enchaînez, un fractionné pendant 3 heures au lieu d'une, ce sera un peu plus dense. La complexité, de la même manière. Si vous faites un EF ou si vous faites un fractionné avec des gammes, etc., le recrutement au niveau neuromusculaire, il va être affecté. Ensuite, on a ce qu'on appelle une progression linéaire. Pour les débutants, c'est extrêmement efficace et c'est l'approche la plus simple. On va ajouter régulièrement du poids, généralement à chaque session ou chaque semaine plutôt. Le protocole classique, c'est que vous allez commencer à une charge qui vous permet de faire 3 séries de 5 répétitions, par exemple, avec une difficulté modérée. À chaque session, vous ajoutez 2,5 kg ou 5 kg. On continue tant qu'on peut continuer les répétitions prescrites. Et cette approche, elle va fonctionner plutôt bien pendant plusieurs mois chez les débutants. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très loin de leur potentiel génétique. Leurs adaptations neuronales, il faut qu'elles progressent rapidement. Leur technique, il faut qu'elles s'améliorent. Il faut que leurs muscles découvrent un stimulus nerveux qui est complètement nouveau. Il y a des programmes comme le Starting Strength de Mark Rippetto ou Strong Lift, le 5x5 de Mehdi Hadim, qui utilisent ce principe avec succès. Et les gains de force, ils peuvent être spectaculaires.
Mais la progression linéaire, elle a ses limites. Après 3 à 9 mois, selon l'individu, vous allez atteindre un plateau et vous allez que pouvoir ajouter de poids chaque semaine. C'est normal, c'est prévisible et c'est surtout ce qu'on cherche. Votre corps, il a épuisé les gains faciles des adaptations neuronales et musculaires. Il va nécessiter maintenant des stratégies qui sont plus sophistiquées. Et c'est là où la progression ondulée, elle va être intéressante. Et elle va surtout être nécessaire. Parce que plutôt que d'augmenter de manière constante, vous allez introduire des variations d'intensité et de volume sur une échelle de temps. La périodisation ondulée, ou DUP pour Daily Undulating Periodization, elle fait varier l'intensité et le volume à chaque session d'entraînement. Par exemple, si vous entraînez le squat 3 fois par semaine, le lundi, vous allez faire 4 séries de 5 à 85% de votre 1RM. Donc là, on est plutôt sur un accent force. Le mercredi, puisqu'on laisse la récup, il y aura 3 séries de 10 à 70% de la 1RM. Là, on sera sur de l'hypertrophie, parce qu'on a des séries de 10. Et le vendredi, on a 5 séries de 3 avec 90% de la 1RM. Là, on est sur de la force max. Et ça rejoint un principe qu'on verra également plus tard. Cette variation, elle va permettre de stimuler différentes adaptations tout en gérant au mieux la fatigue. Il y a une méta-analyse de 2017 qui compare le DUP à la périodisation linéaire et qui a trouvé des gains de force supérieurs avec la DUP chez les athlètes intermédiaires et avancés. On répète, intermédiaire et avancé, puisque le débutant, on va lui laisser sa progression linéaire qui sera clairement plus adaptée à son cas. Et l'explication physiologique derrière tout ça, elle est simple, c'est que les adaptations neuronales et musculaires, elles se produisent sur des échelles de temps différents. On va varier les stimuli, ce qui va permettre d'optimiser l'utilisation de ces différentes fenêtres d'adaptation. Ok. Pour les athlètes qui sont un peu plus avancés, on va avoir une périodisation en bloc qui va structurer l'entraînement en phases distinctes et chacune va cibler une qualité spécifique, sur le même principe, entre guillemets, que la progression ondulée. Un cycle classique, ça pourrait ressembler tout d'abord à une phase d'accumulation pendant 4 à 6 semaines, où on aura un volume élevé, une intensité relativement modérée, mais l'objectif, ce sera de construire une base, d'augmenter la masse musculaire et la capacité de travail. Donc on sera typiquement sur un pourcentage de 60-75% de la 1RM, avec des séries de 8 à 12, classiques. Ensuite, on va avoir une intensification. Pendant 3-4 semaines, on va diminuer le volume, mais l'intensité des entraînements va augmenter. On va consolider les gains et on va commencer à chercher davantage de force. On va aller sur du 80-90%. Par contre, avec des séries plus courtes, de 3 à 6 reps. Ensuite, on a la réalisation. Pendant 2 à 3 semaines, ce qui peut s'apparenter à de l'affinage en course à pied, on aura un volume qui sera faible, mais avec une intensité plus élevée. On va affûter la performance max et on va chercher des 1RM à 90-100% sur 1 à 3 répétitions. Suite à ça, on aura une phase de récup pendant 1 à 2 semaines. Ce sera de la décharge active, donc du déload. Le volume et l'intensité seront grandement réduits pour permettre une surcompensation qui sera complète. Et ce modèle, qui a été popularisé par le scientifique soviétique Yuri Verkhoshansky, reconnaît que vous ne pouvez pas maximiser simultanément toutes les qualités physiques. C'est pas possible. Chaque bloc crée les fondations du suivant. Ok. Il y a des études sur les haltérophiles et sur les powerlifters, donc les athlètes de force athlétique, qui vont montrer que la périodisation en bloc produit de meilleurs résultats en force max que l'entraînement non périodisé, particulièrement sur des cycles de 12 semaines voire plus. Mais c'est spécifique à ces types de sports. Pour une personne en course à pied, ce sera quand même différent. Derrière tout ça, on a la gestion de la fatigue qui est importante. C'est crucial, comme on l'a dit, dans la progression. C'est le ratio fatigue-forme. Chaque entraînement va générer simultanément de la fatigue et des adaptations. Et la fatigue, elle va masquer temporairement les adaptations. On va imaginer deux courbes, une courbe de fitness qui monte progressivement avec l'entraînement et une courbe de fatigue qui monte et descend selon les périodes de travail et de repos. Votre performance actuelle, c'est la différence entre les deux. C'est pourquoi la décharge, le déload, est important avant une compétition. Vous réduisez drastiquement le volume, souvent de 40 à 60%, en maintenant une intensité. Ça permet à la fatigue de se dissiper, mais sans perdre les adaptations qu'on a créées. Des études montrent que 1 à 2 semaines de décharge peuvent améliorer la perf de 3 à 6%. C'est non négligeable dans ce domaine. Le docteur Mike Istratel, qui est physiologiste et coach, il a popularisé un concept de volume entre guillemets repère. Vous allez avoir 4 catégories. Le maintenance volume, MV, c'est le volume minimum pour maintenir les acquis sans progresser. On a le minimum effectif volume, MEV, volume minimum pour progresser. Ensuite, on a le maximum adaptative volume, donc le volume maximal pour des gains maximaux. Et le MRV, le maximum recoverable volume, le volume max où vous pouvez récupérer. Et ces volumes, on est bien d'accord, ils vont varier en fonction des individus.
On est tous différents. Ça va aussi varier en fonction du groupe musculaire et en fonction de votre niveau d'entraînement. Un débutant, pour progresser avec 6 séries de quadris par semaine, il sera sur un minimum effectif volume bas, alors qu'un athlète avancé, il en faudra plus. Il lui faudra peut-être 20 séries, donc un MEV plus élevé. Ok. Et le but de la progression, l'art, c'est de naviguer entre ces volumes avec les différents curseurs. Vous approchez progressivement du MRV, du volume max où vous pouvez récupérer sur plusieurs semaines, et ensuite de décharger pour repartir sur un nouveau cycle avec des charges un petit peu plus supérieures. Et derrière tout ça, il y a un concept qui est important, ça va être l'autorégulation. Parce que c'est vous qui allez devoir vous gérer. Faut ajuster l'entraînement selon votre état quotidien, plutôt que de suivre rigidement un programme qui a été écrit. Et pour ça, il y a le RPE. La Rate of Perceived Exertion. C'est un outil qui est très simple, c'est une échelle de 1 à 10. Un RPE 7, par exemple, ça signifie que vous auriez pu faire 3 répétitions de plus. Un RPE 9, une répétition supplémentaire. Un RPE 10, c'est l'échec musculaire. Donc plutôt que d'écrire 3 séries de 5 à 85% de la 1RM, on va écrire 3 séries de 5 RPE 8. Si vous êtes frais, la charge elle sera plutôt lourde. Vous êtes fatigué, elle sera plus légère. Et vous accumulez le volume de travail adaptatif optimal sans générer de fatigue excessive pour les mauvais jours. Il y a des recherches qui comparent l'autorégulation via le RPE à des programmes fixes, et ces recherches montrent des résultats qui sont similaires ou légèrement supérieurs en force, mais avec moins de risques de surentraînement et une meilleure adhérence au long terme. Et c'est ça qui est important, parce qu'au-delà du facteur physique, il y a aussi le facteur psychologique. Si derrière vous êtes cuit, vous êtes crevé et que vous n'avez pas envie de vous entraîner, eh ben forcément, ça va affecter derrière la qualité de votre entraînement. Et il y a le docteur Mike Tuchscherer qui a développé le système RTS, Reactive Training System, qui pousse l'autorégulation plus loin. Elle va ajuster non seulement l'intensité, mais aussi le volume selon des marqueurs de fatigue. Et c'est ce qui est à retenir, c'est qu'il faut vous écouter. S'il y a une session, un entraînement où vous n'êtes pas frais, parce que vous n'avez pas bien dormi, vous n'avez pas bien mangé, ou vous avez une grosse journée derrière vous, et bien à ce moment-là, il faut s'écouter. Et plutôt que de forcer et de risquer parfois la blessure, et ben une petite séance de F, ça fera pas de mal pour récupérer et repartir un peu plus frais, plus satisfait le lendemain. Parce que le but de tout ça, c'est d'être spécifique à votre objectif. C'est le principe SAID, Specific Adaptation to Imposed Demand. Si votre objectif c'est la force max, progresser en ajoutant des répétitions à intensité modérée, eh ben ce sera pas optimal. Vous devez progressivement ajouter des intensités plus importantes en répétition basse. Si votre objectif c'est l'hypertrophie, le volume total de travail dans une gamme hypertrophique, donc entre 6 et 15 reps, c'est le facteur clé. Progresser en augmentant vos charges sur des séries 10, ce sera plus efficace que de passer des séries de 3 répétitions mais lourdes. Si votre objectif c'est l'endurance, eh ben on va augmenter la durée, on va augmenter la fréquence et l'intensité relative de l'effort cardiovasculaire parce que c'est ça qui sera prioritaire. Et cette spécificité, elle s'étend au mouvement lui-même. Si vous voulez améliorer vos squats, vous devez augmenter progressivement la charge sur le squat ou sur des exercices qui seront assez proches. On peut devenir fort au leg press et ça vous aidera. Mais l'effet de transfert sera limité comparé à progresser directement sur des mouvements cibles. Parce que derrière tout ça, on a l'effet d'interférence dont on a parlé précédemment. L'effet d'interférence entre l'entraînement de force et d'endurance. Les signaux moléculaires qui sont stimulés par les deux types d'entraînement sont antagonistes. Partiellement. L'entraînement en endurance, comme on l'a dit précédemment, va activer l'AMPK et la PGC1-alpha, ce qui va favoriser les adaptations mitochondriales et l'oxydation des graisses. L'entraînement en force active, mTOR, comme on l'a dit avant, et va favoriser la synthèse protéique et l'hypertrophie. Quand vous faites les deux le même jour, particulièrement l'endurance après la force, vous allez diminuer l'activation de mTOR. Il y a des études qui montrent que l'entraînement concurrent peut réduire les gains de force de 30 à 50%. On parle d'extrême, comparé à un entraînement en force seule. Cependant, l'effet d'interférence dépend de plusieurs facteurs, du volume de chaque modalité, de l'ordre des sessions et des délais entre elles, et surtout de votre niveau d'entraînement. Un coureur qui ajoute 2 sessions légères de force par semaine va bénéficier grandement sans interférence significative. Un powerlifter qui ajoute 5 sessions intensives de course, il va lui compromettre ses gains de force, ça c'est sûr. La solution, ça va être de périodiser les emphases. Si vous développez les deux qualités, vous allez devoir consacrer des blocs distincts où l'une est prioritaire pendant que l'autre est maintenue, puis inversé. On est d'accord? Et encore une fois, ici, tous ces concepts qui s'appliquent à la musculation, aux sports de force, s'appliquent également dans tout ce qui est course à pied et sport d'endurance. On est bien d'accord.
Et maintenant que vous avez compris les principes, il va falloir les appliquer correctement. Et ça, c'est autre chose. On va explorer différentes petites erreurs, comme on a dit, qui sont les plus courantes et qui vont régulièrement saboter, entre guillemets, la progression. Ce qu'on a tous fait, ça va être progresser trop rapidement. La tentation, c'est d'ajouter du poids progressivement, c'est de faire un semi-marathon au bout de 2 mois, et c'est le plus gros problème. Mais le problème, c'est que progresser plus vite que la capacité d'adaptation, ça va immédiatement amener à un mur. Rappelez-vous, vos tendons, vos ligaments, ils vont s'adapter plus lentement que vos muscles. Vos muscles peuvent devenir plus forts pour soulever 100 kg en 8 semaines, entre guillemets, mais les tendons derrière, ils vont avoir besoin de 6 mois pour générer cette charge, sans risque. Et forcément, derrière, les tendinopathies sont les blessures parmi les plus courantes et les plus frustrantes. La tendinite du coude, chez les haltérophiles, chez les joueurs de tennis, la tendinopathie rotulienne chez les personnes qui vont faire de la course à pied, pareil pour Achille, c'est presque toujours le résultat d'une augmentation trop rapide du volume ou de l'intensité. Et c'est pour ça que la règle des 10%, elle est très intéressante. Vous n'allez pas augmenter votre volume total de plus de 10% par semaine. C'est conservateur, mais ça donne à vos tissus le temps de s'adapter. Pour l'intensité, par contre, on va parler d'incréments de 2,5 à 5% toutes les 1 à 3 semaines. Ce sera plus durable que d'augmenter de 10% toutes les 2-3 semaines. Une étude sur des coureurs a été publiée dans le British Journal of Sports Medicine a montré que ceux qui augmentaient leur kilométrage de plus de 30% par semaine avaient un risque de blessure 3 à 4 fois supérieur à ceux qui progressaient graduellement. Sachant que 30%, on est d'accord, c'est clairement énorme. La patience, ça va être votre meilleur allié. Un gain de force de 5% par mois, ça semble pas impressionnant, mais sur un an, c'est un investissement extrêmement important. Ça fait une augmentation de 80%. Sur 3 ans, vous allez multiplier votre force par 5. Et n'oubliez pas la fable du lièvre et de la tortue de La Fontaine. Ça, c'est souvent corrélé avec la deuxième erreur la plus fréquente, ça va être l'absence de récupération. L'entraînement, c'est le stimulus. Mais comme on l'a dit, la récupération, c'est là où l'adaptation va se produire. Mais pourtant, il y a combien d'athlètes qui vont s'entraîner 6 fois par semaine, qui vont dormir 5 heures par nuit et qui vont se demander pourquoi ils stagnent. Le surentraînement, c'est pas un mythe, c'est un état de déséquilibre chronique entre le stress et la récupération. Les symptômes, ils vont inclure une stagnation, une régression, une fatigue persistante, des troubles du sommeil, être irritable, une perte d'appétit et un système immunitaire qui sera affaibli, voire même une élévation du cortisol basal. Il y a une étude fascinante qui a comparé 2 groupes d'haltérophiles qui suivent le même programme. Il y a un groupe qui dormait 8 heures, l'autre 5. Après 12 semaines, le groupe qui a été bien reposé avait gagné 40% de force en plus. Même entraînement, mais des résultats qui étaient radicalement différents. Les jours de repos, ce ne sont pas des jours perdus. Au contraire, c'est des jours d'investissement où votre corps va capitaliser sur le travail que vous avez effectué la veille. La récupération active, comme aller marcher, faire un petit yoga, un peu de pilates, pareil, chose dont on parlera dans d'autres podcasts, ça pourra même accélérer votre récup en augmentant le flux sanguin sans créer une fatigue additionnelle. Écoutez les signaux de votre corps. Écoutez-vous. Si votre fréquence cardiaque de repos elle est élevée de 10 battements ou plus au réveil, c'est un signe de fatigue systémique. Si votre motivation elle est en berne pendant plusieurs jours, si vos charges habituelles elles semblent trop lourdes, c'est peut-être le moment de réduire l'intensité ou de prendre un jour supplémentaire de récup. C'est peut-être le moment de passer à un déload. Ok ? Ou alors, chose importante, c'est que vous variez peut-être un peu trop vos exercices, que vous avez envie de toucher à tout parce que vous débutez, parce que vous reprenez. Et c'est aussi quelque chose qui est favorisé par l'industrie du fitness en grande partie. Ça va être la confusion musculaire. De changer constamment les exos pour surprendre, pour être polyvalent, etc. Sauf que non. Pour progresser, vous avez la nécessité d'une répétition et d'une spécificité. Si vous changez d'exercice chaque semaine, vous n'allez jamais réellement apprendre le mouvement. Vous n'allez pas pouvoir mesurer progressivement vos progrès. Et vous n'allez pas pouvoir bénéficier pleinement des adaptations neuromusculaires spécifiques que votre corps a envie et besoin d'exprimer. Il y a une étude de 2014, ça commence à dater, qui a comparé des groupes faisant soit les mêmes exercices pendant 8 semaines, soit qui va varier les exercices à chaque session. Le groupe qui était constant au niveau de ces exercices a gagné significativement plus de force sur les exercices testés. Ça ne veut pas dire faire exactement la même chose pendant des semaines, des mois, des années, mais ça veut dire conserver les fondamentaux, de maintenir constant pendant un mois et demi, 2 mois, avant de les remplacer. Ce sera plus intéressant de travailler au niveau des variables d'entraînement qu'on a vu précédemment, l'intensité, le volume, le tempo, on en parlera par la suite,
les temps de repos, plutôt que de varier au niveau des exercices. Et vous allez voir qu'en ajustant ces variables, certains exos vont être complètement différents. Les variations d'exercice, elles ont leur place pour adresser des faiblesses spécifiques, pour prévenir des déséquilibres, pour réhabiliter après une blessure. Mais elles doivent être complétées par des exercices principaux, par la base. Autre chose, ça va être également classique, et ça va avec l'idée d'impatience, c'est de négliger la technique pour charger davantage. La tentation de sacrifier la forme pour ajouter du poids, elle est énorme. L'ego va vous pousser à vouloir toujours mettre plus de plaques sur la barre, à vouloir toujours courir plus loin, etc. Même si ça signifie raccourcir votre amplitude sur un squat ou virer un entraînement de fractionné pendant votre session de course à pied, d'utiliser de l'élan ou d'adopter des positions qui sont dangereuses. Mais une répétition ou un entraînement qui est mal exécuté, c'est pas une répétition ou un entraînement qui sera productif. Par entraînement, je considère ça pour la course à pied. Ça va créer des patterns moteurs qui sont dysfonctionnels et qui vont augmenter le risque de blessure. Ça va limiter la tension mécanique réelle sur les muscles cibles. Stuart McGill, qui est expert de la biomécanique du rachis, va insister sur ce point. La charge est secondaire à la qualité du mouvement. Un squat parfait à 80 kg va construire plus de force et de masse qu'un squat bancal à 100 kg, en préservant l'ensemble de vos articulations et de tout le reste. La progression, elle devrait intégrer la qualité du mouvement comme variable. Peut-être que cette semaine, vous ne chargerez pas plus, mais vous allez améliorer votre contrôle en phase excentrique, ou vous allez éliminer un léger déséquilibre gauche-droite. Un shift du bassin. C'est des progrès qui sont variables, mais qui sont encore plus importants que de mettre 2 plates de plus sur la barre. Filmez-vous régulièrement, surtout aujourd'hui, pour avoir ce retour. Comparez votre technique actuelle à celle d'il y a 3 mois, et ça vous permettra aussi de la comparer à dans 3 mois. La progression technique, elle est oubliée, mais c'est une progression qui est très importante. Et ça va avec l'erreur numéro 5, c'est de ne pas tenir un journal. Comment savoir si vous progressez si vous ne mesurez rien? Trop de personnes s'entraînent au feeling, sans donner objectif. Un journal d'entraînement simple, on note la date, les exercices, les séries. On note la distance qu'on a fait, la manière dont on a couru, comment on était, à l'aise, pas à l'aise, la météo, etc. Oui, parce que ça peut jouer. Le RPE général, comment vous vous sentiez. Et ces données, ça va être une mine d'informations par la suite. Vous allez pouvoir identifier vos patterns, voir que vos performances baissent systématiquement avec une mauvaise nuit de sommeil, ou que certains exercices progressent pendant que d'autres stagnent, etc. Vous allez mettre en lumière vos différentes faiblesses et aussi vos points forts. Vous allez pouvoir aussi calculer le volume total sur plusieurs semaines et voir si vous progressez réellement ou si vous stagnez. Souvent, ce qu'on pense être une progression se révèle finalement être une fluctuation aléatoire. Et merci Strava pour la course à pied. Et le souci de Strava, par exemple, ça me permet de faire la transition sur la suite, c'est de se comparer aux autres. Les réseaux sociaux vont amplifier cette erreur. Vous voyez des transformations qui sont spectaculaires en 12 semaines parce qu'on vous la présente comme telle. Et vous vous sentez inadéquate, vous vous sentez modeste, faible, alors que ce n'est pas le cas. La génétique, elle joue un rôle massif. Certaines personnes sont des répondeurs élevés, ils vont gagner une masse musculaire et de la force très rapidement. D'autres sont des répondeurs plus faibles, ils vont avoir besoin de plus de temps. Une étude a soumis 585 personnes non entraînées au même programme de muscu pendant 12 semaines, et l'augmentation de force, elle variait de 0 à 250%. De 0 à 250. C'est une différence qui est phénoménale. Certains individus ont presque pas progressé, pendant que d'autres ont multiplié leur force par 3, 3,5. Même programme par contre, mais des résultats qui sont complètement différents. Le nombre de cellules satellites que vous avez au niveau de vos fibres musculaires, votre profil hormonal, la longueur de vos insertions musculaires, le type de fibre dominant que vous avez acquis, tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer votre taux de progression. On ne contrôle pas la génétique, on ne contrôle pas ce qu'on a acquis jusqu'à aujourd'hui. Par contre, vous allez pouvoir contrôler ce que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. Ce que vous contrôlez, c'est votre constance, c'est votre technique, votre récup, votre nutrition. Comparez vous-même à qui vous étiez il y a 6 mois pour progresser dans les 6 prochains mois. C'est pas en vous comparant à un athlète pro sur Insta qui a sans doute une génétique d'élite dans son domaine et qui s'entraîne depuis 10 ans de manière optimisée que vous allez pouvoir vous prendre ça comme base. Ok? Quatrième partie, ça va être les différentes stratégies et les applications pratiques. Maintenant qu'on a couvert les bases, les erreurs, on va explorer les manières de mettre en place une progression. Et comme on en a parlé précédemment, ça va être l'intégration de variations pour progresser. Quand vous stagnez sur un exo principal, sur le squat par exemple, ou sur la course à pied, il y a des variations ciblées qui peuvent débloquer la progression en adressant des points faibles spécifiques.
On va analyser l'échec, là où il se produit. Si, par exemple, sur le squat, c'est quand vous êtes en bas pour remonter. Est-ce que c'est au milieu où vous avez un problème pour remonter? Ou est-ce que c'est sur la fin, sur un deadlift, où vous avez du mal à verrouiller votre deadlift? Est-ce que quand vous courez, c'est par exemple le mur des 30 où à chaque fois il y a un souci? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau nutritionnel, au niveau alimentaire pour le travailler? Quel type d'entraînement vous allez pouvoir mettre en place pour être plus à même de pallier à ce mur? Ok? Donc si on reprend l'exemple du squat, par exemple, si l'échec survient à mi-chemin, ça peut être un problème au niveau de la force du dos, au niveau de la stabilité. Donc là, on va travailler le good morning, on va squatter avec une barre haute, on va faire un travail de gainage. Pour un bench, un développé couché, si vous avez un point de blocage quand votre barre est proche de la poitrine, vous allez devoir travailler sur du posé, sur de l'incliné. Si vous avez un blocage en fin de mouvement, ça veut peut-être dire qu'il va falloir bosser un peu plus sur le triceps, bosser en prise serrée, faire des dips, quelques extensions à la poulie. Ok? Cette approche, elle a été appelée méthode conjuguée. Elle a été popularisée par Louis Simons de Westside Barbell, qui est décédé il y a quelques années. Et elle maintient l'entraînement frais mentalement en adaptant sur les faiblesses qui sont systématiques. Ok? À côté de ça, on peut avoir un cluster training pour maximiser la charge. Ça va se décomposer en mini-séries avec des très courts temps de repos dans la série. C'est une méthode qui va s'adresser principalement à la force athlétique et à l'haltéro. On peut l'étendre à la musculation, on est d'accord. Et par exemple, au lieu de faire 5 séries de reps continues, vous allez faire 5 fois 1 avec 15-20 secondes de récup entre chaque série, entre chaque rep, pardon. Et cette technique, elle va permettre d'utiliser des charges qui sont plus lourdes qu'en série traditionnelle parce que vous récupérez partiellement la phosphocréatine entre les reps. Il y a des études qui montrent des gains de force supérieurs avec le cluster training par rapport aux séries traditionnelles. À même volume, on est d'accord. Et c'est très utile pour des athlètes qui sont avancés, qui vont chercher à augmenter leur force maximale. Mais tout ça, ça vient après un entraînement linéaire, après un travail de bloc. On est sur de l'affinage précis. Un protocole typique, ça va être 5 clusters de 3 reps avec 20 secondes de récup intra-cluster et 3 minutes entre les clusters, puisqu'on est sur de la force. Et on travaillera à 90-95% de votre 1RM. Donc ce sera 15 reps à très haute intensité. C'est impossible de pratiquer ça en série continue. On a autre chose, toujours dans le domaine de la force, désolé pour les endurants, pour les coureurs. C'est un phénomène qui est fascinant, ça va être la contraction max ou quasi-max qui va augmenter temporairement la force pour les contractions qui seront suivantes. C'est la post-activation potentiation ou PAP. Et le mécanisme, il est simple. La contraction lourde va phosphoryler les chaînes légères de myosine qui va les rendre plus sensibles au calcium. Ça va augmenter ainsi la force de contraction. L'effet dure 3 à 10 minutes en fonction des individus. En pratique, avant une série de travail de squat à 80% par exemple, vous allez juste faire une rep à 95% de la 1RM. Vous vous reposez 4-5 minutes et ensuite vous faites votre série de travail. Vous vous sentirez plus fort. Les études vont montrer une augmentation de 2 à 5% de la force avec la PAP si elle est correctement appliquée. Sur un cycle de 8 semaines, c'est une petite différence qui va s'accumuler en gains significatifs. Cette PAP, elle est aussi utilisée en entraînement de puissance, une série lourde de squats suivie après 4 minutes de sauts explosifs. La combinaison, elle va développer force et puissance de manière synergique. Ensuite, on a aussi, et on en parlait au début, je vous ai dit qu'on y reviendrait, c'est la manipulation du tempo. Le tempo, c'est la vitesse d'exécution d'un exercice, en fonction de ses différentes phases. C'est une variable qui est souvent négligée, mais qui est très puissante. Ça se note généralement en 4 chiffres, excentrique, pause, concentrique, pause. Ok? Un tempo 3, 1, 1, 0, ça veut dire vous allez prendre 3 secondes pour descendre, 1 seconde en bas, 1 seconde pour monter, et pas de pause en haut. Un tempo normal, c'est environ 2, 0, 1, 0. Ralentir la phase excentrique va augmenter le repos sous tension et les dommages musculaires, ce qui sont 2 facteurs d'hypertrophie. Des études vont montrer qu'un tempo excentrique de 3 à 4 secondes va optimiser les gains de masse musculaire comparé à des tempos plus rapides. Pour la force, un tempo explosif en concentrique va développer le taux de développement de force, même avec une charge qui sera submaximale. Si vous tentez de la déplacer aussi rapidement que possible, vous recrutez des unités motrices de haut seuil. Les poses isométriques, particulièrement en position difficile, vont développer la force dans cette portion du mouvement. Un squat posé avec 2 secondes en position basse va renforcer votre manière dont vous allez pouvoir relancer. Et encore, un squat de 5 à 10 secondes sera encore plus intéressant, mais encore plus complexe. Et pour ce faire, il ne faudra pas que votre technique se déforme quand vous allez remonter.
Varier le tempo sur différentes phases d'entraînement, ça va ajouter de la dimension à la progression. Peut-être que ce cycle, vous allez augmenter le tempo excentrique en maintenant votre charge. C'est une progression, même si le chiffre sur la barre ne change pas. Et ça, c'est quelque chose qui est à intégrer. On a aussi l'entraînement force-vitesse. Donc pour les athlètes de sport explosif, la relation force-vitesse, elle est cruciale. La force pure se situe à une extrémité du spectre. La vitesse pure à l'autre extrémité. Et entre les deux, on a la puissance max. La puissance, on va remercier les cours de physique, ça se calcule force-vitesse. Elle est maximale autour de 30 à 70% de votre ARM en fonction du mouvement et en fonction de l'individu toujours. C'est la zone dans laquelle vous allez pouvoir déplacer une charge significative à une grande vitesse. Un programme équilibré va chercher à entraîner l'ensemble du spectre. Donc, à la fois les charges lourdes, qui seront supérieures à 85% de la ARM pour la force max, les charges modérées entre 30 et 70% pour la puissance, et les charges légères, inférieures à 30% pour la vitesse. Il y a des technologies comme les encodeurs de vitesse qui permettent de mesurer précisément la vitesse de chaque rep. Vous allez ainsi pouvoir programmer « je squat jusqu'à ce que la vitesse tombe à 0,5 mm par seconde ». Ça vous permet d'autoréguler le volume en fonction de votre vitesse quotidienne. La Velocity Based Training va montrer des résultats qui sont prometteurs pour optimiser la progression en gérant la fatigue, surtout pour les athlètes de sport explosif. Et avec tout ça, on ne va pas oublier l'entraînement unilatéral. Les asymétries de force entre les côtés, elles sont communes et elles vont s'accentuer à chaque fois avec les mouvements que vous allez réaliser de manière bilatérale, donc avec les deux bras ou avec les deux jambes. Votre côté fort va toujours chercher à compenser de manière complètement inconsciente le côté faible qui, lui, va rester faible. Et l'écart va se creuser de plus en plus. Et avec l'entraînement unilatéral, c'est ce qu'on va chercher. On va exposer et corriger ces déséquilibres. Un split squat bulgare, un développé avec des haltères, un rowing à un bras, on va pas pouvoir tricher. Vous n'allez pas pouvoir compenser comme vous le ferez sur du bilatéral. Et en bonus, vous allez avoir un effet de croisement. Entraîner à un côté va stimuler des adaptations neuronales, aussi pour le côté non entraîné. C'est ce qu'on appelle des irradiations. Ce sera différent d'un entraînement direct, on est bien d'accord, mais il y a quand même un pourcentage de 10 à 15% en fonction des études. Et les applications pratiques, elles sont intéressantes en rééduc. Si vous avez une blessure à la jambe droite qui vous empêche de vous entraîner, et ben en bossant la gauche, vous allez quand même irradier, avoir une contraction au niveau de la jambe droite, même si elle est immobilisée. Et ça, c'est pour les différentes méthodes au niveau de l'entraînement lui-même. Mais derrière, il y a quelque chose qui est important et qu'on oublie souvent, c'est le carburant, la nutrition. Tout comme l'entraînement, la nutrition, elle peut être périodisée pour adapter les adaptations. Pendant une phase de volume élevé et d'hypertrophie, un surplus calorique modéré va faciliter la synthèse protéique, comme on l'a vu au tout début. Pendant une phase d'intensification, avec un volume plus réduit, on va pouvoir maintenir ou même créer un léger déficit, sans compromettre la force. Le timing aussi des glucides, il peut être manipulé. Les jours d'entraînement intense, un apport en glucides plus élevé va soutenir votre perf et vous permettre de reconstituer le glycogène. Alors que pendant les jours de repos, un apport plus réduit va vous aider à contrôler le poids corporel sans affecter votre récup. Des études sur l'entraînement à jeun montrent des adaptations mitochondriales accrues. Bien que la performance aiguë, elle soit réduite. Stratégiquement intégrée, ça peut améliorer l'efficacité métabolique. Mais l'essentiel, c'est d'aligner votre nutrition avec les demandes spécifiques de chaque phase d'entraînement. Et pareil, on va pas chercher à tester un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il va falloir que ce soit fait sur des cycles de manière correcte. Avec tout ça, j'ai beaucoup transféré ces différents éléments sur des travails de force, de l'haltérophilie ou de la force athlétique. Mais la course à pied, comme on l'a dit, elle a une attention particulière parce que c'est une des activités où les erreurs en progression de charge, elles sont les plus fréquentes et les plus coûteuses en termes de blessures. La charge en course, c'est un peu différent de la distance. Quand on parle de charge en course, la plupart des gens pensent uniquement au kilométrage, mais la charge, elle est multidimensionnelle, comme on l'a dit aussi pour l'haltérophilie, pour la force. Elle va inclure la distance, elle va inclure l'intensité, la fréquence, le dénivelé et la surface. Si vous négligez un de ces facteurs, ça peut vous amener à la blessure, même si le volume, il vous semble tout à fait raisonnable. Un coureur qui passe de 30 km par semaine sur un terrain plat avec 30 km et 500 mètres de D+, il va pas avoir la même charge. Il l'a significativement augmenté. Le dénivelé, et particulièrement la descente, va créer des forces d'impact qui sont clairement supérieures. Chaque foulée en descente va générer 3 à 4 fois le poids du corps au niveau de la force d'impact, contre 2 à 2,5 fois sur le terrain plat. À l'échelle de quelques pas, c'est pas énorme, mais sur 500 mètres de nez moins, ça devient clairement non négligeable. De même manière, l'intensité va changer radicalement la charge. Si vous courez 5 km à l'allure marathon et 5 km à une allure de 10 km, le stress biomécanique, les métabolites, c'est totalement différent.
L'intensité élevée va solliciter davantage les structures tendineuses et augmenter le stress oxydatif. La règle des 10% dont on a parlé précédemment, elle est utile, mais elle peut paraître insuffisante. Comme on a dit, la règle classique recommande d'augmenter le volume hebdomadaire de 10% par semaine. C'est un très bon point de départ, mais c'est une simplification qui peut être excessive dans une réalité physiologique. Cette règle, elle fonctionne très bien pour les coureurs à un volume modéré. Si vous passez de 30 à 33 km, c'est raisonnable. Mais on va parler d'une niche. Si un coureur fait 100 km par semaine, il pourrait techniquement ajouter 10 km la semaine suivante selon la règle, ce qui représente par contre une charge massive. En plus, cette règle, elle ne considère pas l'intensification ni la fréquence. Si vous ajoutez 3 bornes qui sont réparties sur 3 sorties faciles, ça n'a pas du tout le même impact que si vous concentrez ces 3 bornes dans une même séance d'intervalle. Une approche un peu plus sophistiquée, ça va être d'utiliser la charge d'entraînement aiguë chronique, ou ACWR pour Acute to Chronic Workload Ratio. Vous calculez la charge de la semaine en cours et vous la divisez par la moyenne des 4 dernières semaines. Un ratio entre 0,8 et 1,3, c'est considéré comme une zone de sécurité. En dessous de 0,8, par contre, vous êtes potentiellement en désentraînement. Au-dessus de 1,3, le risque de blessure il va augmenter de manière exponentielle. Et le but de tout ça, ça va être de créer des adaptations spécifiques à la course. Parce que ça nécessite un temps qui est différent. Les tendons, et particulièrement le tendon d'Achille, le tendon rotulien, sont constamment sollicités dans la course à pied. Et comme on l'a vu, ce sont des structures à collagène qui vont s'adapter plus lentement qu'au niveau musculaire. Il va leur falloir plusieurs mois pour se renforcer correctement. Il y a une étude qui est fascinante qui a suivi l'adaptation du tendon d'Achille chez les coureurs débutants. Après 12 semaines de programme progressif, l'épaisseur et la rigidité du tendon avaient augmenté. Mais l'adaptation continue encore 6 mois après le début du programme. Et c'est pourquoi les débutants qui progressent trop vite vont développer fréquemment des tendinopathies. Leurs muscles peuvent générer de la charge, mais leurs tendons, eux, ils sont complètement dépassés. Les os vont subir également un remodelage, comme on l'a dit précédemment. C'est un processus qui comporte 2 phases. D'abord la résorption et ensuite la formation. Ce qui est important, c'est que pendant la phase de résorption, l'os il est temporairement affaibli. Donc si vous augmentez la charge pendant cette phase où vous êtes vulnérable, vous risquez une fracture de stress. Et c'est pourquoi les fractures de stress, elles apparaissent souvent 3 à 6 semaines après une augmentation de charge, et pas immédiatement, parce que vous avez cette phase de résorption au niveau osseux. De la même manière, les fascias plantaires, donc c'est une bande de tissu conjonctif sous le pied, vont absorber énormément de charge à chaque foulée, comme la corde d'un arc quand vous tirez dessus. Et une fasciite plantaire, une aponevrosite, va résulter presque toujours d'une progression trop rapide ou d'une intensification trop brutale. Et ceux qui en ont une savent combien de temps il faut pour s'en débarrasser. Et c'est pourquoi la périodisation pour les coureurs, elle n'est pas réservée aux athlètes d'élite. Il y a tous les coureurs qui peuvent bénéficier d'une structure cyclique. C'est valable pour la force, c'est valable pour la course à pied. Un cycle annuel classique pour un coureur amateur, ça pourrait ressembler à ça. D'abord, vous avez la phase de base où vous allez avoir un volume progressif à intensité faible. Vous construisez de l'endurance aérobie, vous renforcez vos structures. Et c'est ici que vous allez augmenter progressivement le kilométrage hebdomadaire. L'intensité, elle reste conversationnelle, une zone de cardiaque. Certains vont dire que c'est de l'EF. Ensuite, vous avez la phase de développement pendant 6-8 semaines. Là, vous allez maintenir le volume, mais introduire l'intensité. Ce sera des séances de tempo. Vous allez être au seuil, avec des intervalles modérés. Vous développez votre vitesse max, aérobie. Ensuite, on a le spécifique, 4-6 semaines. Vous allez réduire le volume, mais l'intensifier derrière, de manière spécifique à votre objectif. Si vous préparez un marathon, ça va être des longues sorties à allure spécifique. Si vous préparez un 10, ce sera des intervalles à allure course. Et suite à ça, vous avez votre phase d'affûtage 1 à 3 semaines avant, où vous allez réduire le volume de 40 à 60%, mais vous allez maintenir l'intensité. Vous allez pouvoir dissiper la fatigue accumulée et préserver les adaptations. Ce que vous avez bossé pendant des mois ne va pas partir en une semaine. Et suite à ça, vous avez une phase de récup, où vous allez avoir un volume et une intensité très faible et une récupération qui est active. Le but, c'est de prévenir le petit coup de mou que vous pouvez avoir parce que ça fait des mois, des semaines que vous vous entraînez et que vous êtes complètement la tête dans le guidon. Ok, et ensuite, vous allez préparer le prochain cycle. C'est un cycle qui va respecter la biologie de l'adaptation et vous n'allez pas pouvoir développer simultanément volume et intensité max. Fixez-vous un objectif, tenez-vous-y et vous passerez au cycle suivant. Chaque phase va préparer la suivante. Comme on l'a dit, c'est un travail sur du long terme. Et tout ça sans oublier la semaine de récup. Une erreur qui est commune, ça va être de progresser de manière linéaire, semaine après semaine, sans jamais chercher à décharger.
Et les coureurs expérimentés intègrent des semaines de récup régulières, typiquement toutes les 3-4 semaines. Une semaine de récup va réduire le volume de 30 à 50% en maintenant des touches d'intensité. C'est pas du repos complet, c'est une décharge stratégique pour permettre la surcompensation. C'est du déload, c'est le même principe qu'en muscu. Il y a des études qui montrent que les coureurs qui intègrent ces semaines de récup vont progresser davantage sur 12 semaines que ceux qui vont augmenter de manière continuellement la charge. Le corps, il a besoin de cette fenêtre pour consolider les adaptations, pour réparer complètement l'ensemble des micro-dommages des semaines précédentes et pour reconstituer les réserves énergétiques de fond en comble. Ok? À ça, et on l'a vu un peu plus haut, il y a la surface d'entraînement qui va changer. Donc si vous courez 30 km sur le bitume, ça va être différent de 30 km en forêt. La surface sur laquelle vous courez, elle va influencer drastiquement la charge. Le béton va transmettre 100% de votre force d'impact à votre corps. L'asphalte, 90. Un chemin de terre bien tassé, 70-80. L'herbe, les sentiers forestiers, 70 à 70. Et une piste d'athlée moderne, 50 à 60%. Donc varier les surfaces, c'est une forme très subtile de périodisation. Vos sorties longues sur surface souple, elles épargnent vos articulations. C'est pas complètement une légende. Vos séances de vitesse sur piste, elles vont maximiser la perf en absorbant les chocs. Parce que c'est une surface qui est technique, qui est conçue pour. Un coureur intelligent va intégrer cette diversité. Peut-être que 70% de votre volume, ça va être sur des surfaces souples. 30% sur de l'asphalte et 10% sur de la piste pour le travail de vitesse en fractionné, comme classique. Cette variation, elle va réduire le stress répétitif sur les mêmes structures. On va chercher un même entraînement, mais on va pouvoir travailler sur d'autres paramètres. Et avec tout ça, il faut pas oublier que vous devez être attentif à ce que votre corps va vous communiquer de manière constante. Apprenez à vous écouter. Comme avec le RPE, les douleurs qui apparaissent pendant la course et s'intensifient, c'est un signal d'alarme rouge. Il va falloir arrêter. Une douleur qui apparaît après la course et qui persiste le lendemain, il va falloir être attentif, la surveiller. Si elle disparaît pendant l'échauffement mais qu'elle survient par la suite, c'est peut-être qu'il y a un tendon qui vous dit quelque chose. Soyez attentif à toutes ces petites choses. Ne passez pas à côté, c'est pas en vous mettant des œillères que vous allez progresser sur du long terme. C'est là où vous risquez au contraire de vous blesser. Avec ça, on ajoute la fatigue chronique, les troubles du sommeil, une élévation de la fréquence cardiaque de repos, une perte d'appétit, si vous êtes irritable. Tout ça, ensemble, ce sont des signes qui indiquent un déséquilibre entre la charge et la récup. Un journal d'entraînement qui est détaillé va vous permettre d'inclure non seulement le kilométrage, mais l'ensemble de ces paramètres annexes qui ne sont pas secondaires, ils sont principaux, ils sont à prendre en ligne de compte. La perception de votre fatigue, une douleur, une raideur qui a apparu récemment, qui commence à s'amplifier, tout ça, c'est des éléments qui vous permettent d'affiner et d'adapter votre programmation. Et à côté de tout ça, il ne faut pas oublier le renfort. C'est quelque chose qui est beaucoup trop souvent mis de côté pour les coureurs à pied. La course à pied, seule, ne suffit pas. Les coureurs qui intègrent 2 à 3 séances hebdomadaires de renfort ont un taux de blessure significativement inférieur. Le renfort va cibler vos points faibles que vous n'allez pas travailler en course à pied. Les mollets pour la prévention des tendinopathies d'Achille, les fessiers pour la stabilité du bassin et la prévention du syndrome de la bande iliotibiale. Ok, ce renforcement, c'est lui-même une charge qui doit être progressée intelligemment et qui doit être intégrée dans votre planification globale. Une grosse séance de squat la veille d'une sortie longue, c'est pas optimal. La course à pied, c'est un sport qui est exigeant, qui est répétitif et qui va imposer des contraintes considérables. Mais si vous progressez de manière intelligente, avec une périodisation appropriée, et si vous êtes à l'écoute de votre corps, c'est une activité que vous pouvez pratiquer pendant des décennies sans blessure majeure. Ok ? On est arrivé au bout de ce petit voyage, au niveau de tout ce qui est progression de la charge. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que la progression, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est la tortue et pas le lièvre. Les athlètes qui réussissent à long terme, ce ne sont pas ceux qui vont progresser le plus vite initialement, mais c'est ceux qui vont progresser de manière constante sur des années, sur des décennies. Et à ma connaissance, c'est un petit peu le but de tout le monde. Cette constance, par contre, elle va nécessiter, comme on l'a dit, plusieurs éléments. Et tout d'abord, de la patience. Il faut accepter que certaines semaines, vous allez stagner, que certains cycles, vous allez régresser, même légèrement. Et c'est complètement normal. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres biologiques, biomécaniques. On a forcément des hauts et des bas, mais nous, ce qu'on va chercher, c'est une tendance vers le haut. Ensuite, on a l'intelligence. Il va falloir progresser de manière intelligemment. Ça veut dire écouter votre corps et manipuler les bonnes variables au bon moment, intégrer des décharges de manière stratégique et ne pas sacrifier la santé articulaire ou tendineuse pour un record éphémère. Votre corps, à 60 ans, vous remerciera d'avoir été raisonnable à 30. Ça ne signifie pas qu'il va falloir être
trop sage, mais ça veut juste dire qu'il faut être à l'écoute. La progression, ça nécessite aussi de l'humilité. L'humilité, ça va être d'accepter que votre génétique fixe certaines limites, de reconnaître vos points faibles et de les travailler plutôt que de les éviter. Demandez un conseil, vous filmez, admettre que votre technique peut s'améliorer, voir que si vous enlevez 2 plates sur votre barre de squat pour travailler votre technique pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, c'est nécessaire, c'est un mal qui est nécessaire pour que par la suite vous puissiez progresser de manière consistante et non pas continuer dans des compensations, dans un déséquilibre droite-gauche, ok? Et l'entraînement, c'est juste une partie de l'équation. La récup, le sommeil, la nutrition, tout ce qui est secondaire ne l'est pas. C'est avec l'entraînement. Ça en fait complètement partie. Vous ne pouvez pas compenser un sommeil de 5 heures et une alimentation déficiente avec un programme d'entraînement optimal. Les deux sont complètement corrélés. Et tous les concepts qu'on a explorés, la surcharge progressive, la périodisation, la gestion de la fatigue, sont validés par des décennies de recherche et d'applications pratiques. L'empirisme a démontré que ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais si vous les appliquez avec constance et à long terme, vous allez avoir une augmentation de vos performances. Commencez où vous êtes. Si vous êtes débutant, la progression linéaire va suffire de manière ample. Et ensuite, on va se concentrer petit à petit sur des mouvements, sur une routine qu'on va développer au niveau de la capacité de travail, au niveau des différentes stratégies. Et on va avancer dans ces stratégies petit à petit pour passer au niveau intermédiaire, pour expérimenter ensuite une périodisation ondulée, pour affiner la compréhension qu'on aura par rapport au volume optimal et commencer à tenir un journal qui soit réellement détaillé. Et c'est à ce stade que la science de l'entraînement devient vraiment importante. Si vous êtes avancé, vous savez déjà que la progression, elle est devenue lente. Les gains se mesurent en années et pas forcément qu'en mois. Et c'est normal, vous êtes proche de votre plafond génétique. À ce stade, chaque petit pourcentage va compter. Et les stratégies sophistiquées qu'on a explorées, elles peuvent faire la différence. Mais quel que soit votre niveau, rappelez-vous pourquoi vous entraînez. Pas seulement pour les chiffres, pour les records ou l'apparence, mais c'est pour vous-même, pour votre santé, pour votre longévité et pour la qualité de votre vie. Un corps fort et résilient vous servira dans toutes les dimensions de votre existence. Et la beauté de l'entraînement progressif, c'est qu'il y a toujours un prochain niveau à atteindre, toujours une nouvelle compétence à améliorer, un point faible à renforcer, une limite personnelle à repousser. Et ce voyage n'a jamais vraiment de fin. C'est juste des étapes successives qui vont jamais se ressembler entre elles. Donc je vous encourage à tester tout ça, à expérimenter, restez curieux, ne cessez jamais d'apprendre. La science de l'entraînement, elle continue d'évoluer. Alors soyez à l'écoute des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes qui peuvent sortir des différents coachs. C'est aujourd'hui vraiment que vous allez pouvoir affiner ce que vous ferez demain. Restez ouvert à de nouvelles connaissances en respectant bien sûr les principes fondamentaux qui eux sont intemporels. Voilà, on arrive au bout de ce petit podcast. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite exploration et j'espère que tout ça, ça va vous aider à progresser de manière intelligente, de manière durable et surtout que vous puissiez vous amuser et continuer de prendre du plaisir dans votre pratique. Prenez soin de vous et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bon week-end et la bise!